Vous écoutez RTL. RTL Matin. Le 8h, Isabelle Choquet, Yves Calvi. Bonjour Isabelle. Bonjour Yves, bonjour à tous. À la une, le patronat se rebiffe. Non au compte pénibilité. Les 6 derniers critères entrent en vigueur demain, mais le patronat ne veut pas les appliquer. Il dénonce une usine à gaz. Et nous allons voir que dans le bâtiment, effectivement, ça n'est pas simple. François Hollande en mode candidat. Le président accorde une longue interview aux Échos et promet de nouvelles baisses d'impôts pour l'an prochain. Tout accuse l'État islamique dans l'attentat qui a fait 41 morts mardi à l'aéroport d'Istanbul. Pourtant, aucune revendication. Pourquoi donc? Ce sera la question du 8h. À suivre également, jalousie 2.0. À Nîmes, un homme est en garde à vue pour avoir surveillé sa compagne grâce à un logiciel espion installé sur son téléphone. Bientôt les vacances, vos destinations préférées, les îles grecques et l'Espagne. Et puis la reprise à l'Euro, début des quarts de finale ce soir. Le Portugal, justement, affronte la Pologne en attendant France-Islande. La météo, Louis Baudin, c'est encore bien nuageux. Oh oui, surtout dans la moitié nord, au nord d'une ligne La Rochelle, Metz, toujours la même limite à peu près. On conservera un ciel nuageux avec peu ou pas d'éclaircies, puis quelques bruines, alors pas beaucoup, mais un peu d'humidité. Au sud de cette limite, certes, on a beaucoup de nuages ce matin, mais on pourra avoir quelques belles éclaircies cet après-midi, notamment de l'Aquitaine au centre, dans le nord-est et surtout près de la Méditerranée. Attention à un risque d'orage quand même sur les Pyrénées ou encore les Alpes en fin d'après-midi. Les températures entre 19 et 22 degrés près de la Manche. Allez, c'est presque de saison, 23 à 26 dans les autres régions et 26 à 30 degrés tout de même près de la Méditerranée. RTL Matin. La révolte gronde et pas seulement chez les syndicats. Le patronat se rebelle à son tour, pas contre la loi travail, non, mais contre le compte pénibilité. Il se met en place progressivement depuis la réforme des retraites de 2013. 4 critères sont déjà pris en compte. Les 6 autres doivent l'être à partir de demain, notamment les postures pénibles. Mais les patrons refusent d'appliquer ces critères trop compliqués, disent-ils. Illustration dans cette PME du bâtiment, c'est un reportage RTL de Samuel Goldschmidt. Depuis des semaines, Jean-Baptiste Bellocchio potasse les textes qui décrivent la pénibilité. Appliquer le compte pénibilité, c'est pour dire son nom, ça sera vraiment très pénible. Car les 10 critères de calcul forment un maquis qu'il trouve redoutable. Les salariés qui sont concernés, c'est ceux qui maintiennent les bras en l'air, ceux qui sont accroupis, ceux qui sont à genoux, des températures extrêmes supérieures à 30 degrés, il ne faut pas qu'ils soient exposés à plus de 900 heures. Au niveau du bruit, il ne faut pas qu'ils soient exercés 130 décibels pendant plus de 600 heures ou 120 fois par an. Les agents chimiques, les vibrations mécaniques qui ont 450 heures par an. Comment appliquer ces calculs concrètement pour les 70 employés? Mystère. Le patron se demande comment procéder pour un électricien par exemple. Il doit percer pour fixer les luminaires, les chemins de câble, il doit aussi tirer le câble. Il faudrait qu'on répartisse son temps en fonction de combien de temps il est les bras en l'air pour fixer un luminaire, combien de temps il y a des vibrations quand il fait un percement. Donc vous ne savez pas pour l'instant comment appliquer ça concrètement? Pas vraiment, j'ai une vague idée, mais en fait ce serait de répartir le nombre de luminaires que chaque personne a mis, dire qu'il faut comptabiliser tout ce que les gens font. Alors peut-être que c'est possible dans une industrie, mais dans le BTP, ce n'est pas possible de le faire. Et il ne sait pas non plus encore comment établir les relevés à remettre aux salariés. Reportage RTL de Samuel Goldschmidt dans l'Est. Alors nous reviendrons bien entendu sur cette question de la pénibilité, en particulier concernant le travail de nuit à 8h20. 6 minutes pour trancher, le travail de nuit est-il suffisamment pris en compte? Nous serons avec le directeur général de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Il vient de publier un rapport sur les conséquences du travail de nuit sur notre santé. Les organisations patronales sont reçues aujourd'hui à Matignon et la question du compte pénibilité sera abordée précisément, même si cette rencontre porte avant tout sur la loi travail. Hier, ce sont les syndicats qui ont été reçus à Matignon et le gouvernement a fait un geste. Des amendements ont été prévus pour réaffirmer la prééminence des branches professionnelles dans les négociations sur les salaires, la formation ou la pénibilité. Mais pour Manuel Valls, pas question de toucher au fameux article 2. C'est aussi ce que dit François Hollande, qui n'exclut pas de recourir à l'article 49.3 pour faire adopter le texte définitivement à l'Assemblée. Le chef de l'État qui a accordé une longue interview aux Échos où il apparaît plus candidat que jamais. Il annonce notamment de nouvelles baisses d'impôts l'année prochaine à destination des classes moyennes, 200 000 créations d'emplois grâce à une croissance d'1,6% cette année et la prolongation l'an prochain de la prime à l'embauche pour les PME de moins de 250 salariés. Bonjour Elisabeth Martichoux. Bonjour Isabelle. Des promesses, des projets. Le président est résolument tourné vers 2017. Ben oui, déjà il y a un mois et demi, il avait fait un discours de pré-candidat. Eh bien, cette fois, disons-le franchement, il s'exprime en candidat tout court. Je vous donne quelques indices, Isabelle. Le ton d'abord. Il est tranchant. Par exemple, il avait dit ça va mieux devant des Français incrédules. Ce matin, il est formel. Il y a une reprise. Il y a un début d'inversion de la courbe du chômage. C'est un fait indiscutable. Il attaque la droite comme jamais encore depuis qu'il est président. Son programme, il le juge démodé, banal, inadapté et surtout, je cite, dangereux pour notre modèle social. Et il en fait même un jeu de mots. Le discours de la droite est, si je puis dire, un fond commun de mauvais placement.
Fin de citation. Face au FN qui réclame un référendum pour sortir de l'Union européenne, il dénonce ces apprentis sorciers qui, comme en Grande-Bretagne, multiplient outrances, mensonges et même violences pour vendre le Brexit à l'époque. Arnaud Montebourg, promoteur d'une 6e République et possible rival dans une primaire de gauche. Il lance « N'imaginons pas régler les problèmes comme ça ». Il y en a pour tout le monde, offensif mais aussi apaisant quand il dit que la CGT n'est pas responsable des violences des manifestations. Enfin, les promesses. Il confirme, si la croissance est de 1,7%, l'an prochain une baisse d'impôts de 2 milliards pour les classes moyennes. Par parenthèse, Manuel Valls a lui annoncé une augmentation d'impôts de 600 millions pour les entreprises et les ménages avant-hier. Tout ça n'est pas très cohérent. Mais qu'importe, le président a trouvé son triptyque de campagne, fermeté, apaisement et promesse, du grand classique. Merci Elisabeth Martichoux, chef du service politique d'RTL. Et sur RTL, il y a quelques instants, Nicolas Sarkozy a appelé à un nouveau traité européen que l'on pourrait bien entendu soumettre aux Britanniques. Autre promesse, cette fois de la ministre du Logement. Dans les colonnes du Parisien, Emmanuel Cos affirme que l'encadrement des loyers en vigueur à Paris va être étendu à l'approche banlieue, c'est-à-dire les communes de la Petite Couronne. Le décret a été signé hier. 8 millions de franciliens sont concernés. RTL Matin, 8h06. 41 morts dans l'attentat qui a frappé l'aéroport d'Istanbul, une attaque qui porte la marque de l'État islamique. Daesh a l'habitude de revendiquer ces attentats et pourtant, en Turquie, l'organisation est d'une discrétion surprenante. Cette fois encore, aucun communiqué. Alors justement, pourquoi l'État islamique ne revendique aucune attaque en Turquie? C'est la question de 8h. Avec vous, Christophe Decroix, bonjour. Bonjour. Et alors pourquoi aucune revendication de Daesh dans ces attaques? Alors jusqu'il y a peu de temps, Daesh avait une sorte d'accord non dit avec la Turquie. Le pays frontalier avec la Syrie était une base arrière pour les groupes islamistes. Ces combattants venaient s'y reposer, s'y faire soigner, recruter ou passer par ces frontières pour rejoindre les zones de combat. La Turquie, pourtant membre de l'OTAN, interdisait aux avions américains de décoller de l'une de ces bases pour aller bombarder l'État islamique. Les autorités turques ont même condamné un journaliste. Ce dernier avait révélé que le régime turc livrait des armes à des groupes djihadistes en Syrie. Et pourquoi cette complaisance ? 1. Le président turc voulait voir tomber Assad. 2. Parce que la priorité pour la Turquie, ce n'est pas le pseudo-État islamique, mais les Kurdes. Ceux-ci vivent de part et d'autre de la frontière. Côté syrien, ils combattent Daesh, mais côté turc, ils revendiquent leur autonomie. C'est inacceptable pour Ankara. Daesh et les Turcs ont donc un ennemi commun. Et alors pourquoi l'État islamique frappe-t-il en Turquie ? Alors, sous la pression des Occidentaux, la Turquie s'est mise à pourchasser les réseaux islamistes sur son territoire. En réponse, Daesh a commencé à commettre des attentats sur le sol turc, mais sans les revendiquer, sauf ceux commis contre des Kurdes ou des Syriens. Le but de Daesh était d'éviter la guerre totale avec les Turcs, mais ce nouvel attentat pourrait changer la donne. C'était la question du 8h avec Christophe Decroix. Du nouveau dans l'enquête sur le crash du vol Paris-Le Caire d'Égyptaire, à l'analyse de l'une des boîtes noires confirme que les alertes anti-fumée se sont bien déclenchées juste avant la catastrophe dans les toilettes et à l'avant de la cabine. Un élément qui conforte la thèse d'une défaillance technique plutôt que d'un attentat. Et avec la menace terroriste omniprésente, les Français, eux, ont changé leurs habitudes de vacances. Oui, les réservations pour le Maghreb sont en chute libre, recul de 37% pour le Maroc, près de 80% en Tunisie ou en Turquie. Sophie Jousselin, bonjour. Bonjour. Les Français se tournent vers des destinations en refuge, en l'occurrence les pays du sud de l'Europe. Oui, les réservations y sont en hausse de 10%, en tête les îles grecques, suivies des Baléares et de l'Espagne continentale. Avec 40% de réservations supplémentaires en un an, le Portugal enregistre la plus forte progression. Jean-Pierre Pinheiro, le directeur de l'Office du tourisme portugais à Paris. Depuis 3 ans, il y a un gros pic notamment sur le segment soleil, plage, famille qui allait en Tunisie, au Maroc, etc. Et aujourd'hui, les hôtels clubs s'installent de plus en plus puisque toutes les grandes marques françaises depuis 3 ans s'installent au Portugal. Ces destinations refuges ont permis aux professionnels donc de retomber sur leurs pieds après l'abandon du Maghreb par les touristes français. Mais c'est aussi un défi pour eux car on est proche de la saturation pour les hébergements de qualité. René Marchicli, le président de l'association des tours opérateurs. C'est très difficile aujourd'hui d'avoir de bonnes capacités parce que si c'est pour se retrouver en hôtel de 3e zone où il faut prendre son barda tous les matins pour aller à la plage, c'est pas notre clientèle. Nous, on veut garder la qualité de ce qu'on offrait aux clients dans d'autres destinations. Autre destination qui devrait faire le plein, l'Islande. Avec le succès de son équipe nationale dans l'Euro, les professionnels s'attendent à un boom des réservations. Merci Sophie Jousselin. Et puisqu'on parle vacances, sachez que Camping 3 signe le meilleur démarrage d'un film français depuis 3 ans. 400 000 spectateurs dès hier, le jour de la sortie. Jalousie quand tu nous tiens. Un mari un peu trop possessif est en garde à vue à Nîmes pour avoir espionné sa compagne. Espionnage du 21e siècle. Il a utilisé un logiciel qui permet de pirater un smartphone ou une tablette et d'accéder ainsi aux mails, aux SMS et même aux communications téléphoniques.
téléphonique. Le voilà accusé d'atteinte à la vie privée, tout comme son complice. Et pourtant, la pratique est assez répandue, Arnaud Touche. Oui, cette affaire est assez révélatrice de ce que vivent au quotidien les détectives privés comme Julien Coulon. Son rôle est de prouver l'adultère de ses clients, mais depuis quelques années, il reçoit de plus en plus ce type d'appel. La dernière personne qui m'a téléphoné voulait surveiller son conjoint. Donc du coup, elle voulait espionner ses historiques téléphoniques, ses SMS, sa localisation. Elle voulait pas être repérée, donc elle voulait le faire à travers un logiciel. C'est parfaitement illégal et cela peut être passible de prison. Mais pour pirater un portable, rien de plus simple. Pour une centaine d'euros par mois, certains sites internet vous expliquent en détail comment installer de manière sournoise une application sur le portable que vous voulez surveiller. Le propriétaire n'y verra que du feu. Seul indice peut-être une batterie qui se décharge plus rapidement que d'habitude. Et la promesse est tenue. Accès aux SMS, photos, géolocalisation en temps réel. Et cela peut même aller plus loin. Jérôme Billois, expert en sécurité au cabinet Solucom. On peut également activer le téléphone à distance sans que ça ne soit visible de la personne qui détient le téléphone. Activer le micro et donc pouvoir enregistrer tout ce qui se passe dans son environnement proche. Voilà pourquoi certains opérateurs comme Orange ont mis en place depuis quelques années une cellule spécialisée pour tenter de contrer ces mouchards indésirables. Un reportage RTL d'Arnaud Touche. L'Euro 2016 sur RTL. Allez, fini de buller. Après 3 jours de relâche, l'Euro attaque ce soir les quarts de finale. Premier match à 21h à Marseille entre la Pologne et le Portugal. En attendant, bien sûr, le France-Islande de dimanche. Du tac au tac, Bichente Lizarazu. Et c'est peut-être le moment de faire le point sur le niveau de cette équipe de France. Que valent nos Bleus, Bichente Lizarazu? C'est difficile d'évaluer l'équipe de France, mais ce que l'on peut dire déjà, c'est qu'elle a eu le mérite de se qualifier pour les quarts de finale. Il y a des grandes nations qui sont déjà éliminées, donc c'est déjà pas si mal. Mais nous n'avons pas encore joué contre des grandes nations, et c'est pas le cas de l'Islande, même s'il faut se méfier de l'Islande, et l'Angleterre s'est cassé les dents. Voilà, mais c'est clair que sur notre parcours, si tout se passe bien, il devrait y avoir une demi-finale contre l'Allemagne ou contre l'Italie, et ça sera à ce moment-là qu'on pourra vraiment juger du vrai potentiel de l'équipe de France. Après, si on compare par rapport aux autres équipes, évidemment dans notre tableau il y a l'Allemagne, et pour moi c'est en train de devenir l'équipe avec le plus gros potentiel et qui retrouve son niveau de 2014. Ensuite il y a bien entendu l'Italie qui a éliminé l'Espagne. Et de quelle manière? De l'autre côté du tableau, il y a le Portugal et la Belgique, deux équipes très joueuses avec de grands talents, et particulièrement du côté du Portugal, Cristiano Ronaldo, et puis la Pologne, pour moi la meilleure équipe de contre du tournoi, et puis le pays de Galles, qui est un peu la surprise, que le pays de Galles a vraiment un esprit club, et surtout est amené par le meilleur joueur du tournoi, Gareth Bale, qui a vraiment été très impressionnant depuis le début. Bichente Lizarazu avec Jérôme Milagou. Sur AD.fr, obtenez un devis en ligne sur les prestations d'entretien et réparation pour toutes les marques de véhicules et prenez rendez-vous dans un garage AD près de chez vous. 2000 garages, carrosserie et devis en ligne. Et on verra s'ils ont des jambes, mais en tout cas, les Bleus ont du cœur. Dans une petite vidéo postée sur Twitter, on découvre qu'Antoine Griezmann a remis le ballon du match France-Irlande à Hugo. Hugo, c'est le fils du policier assassiné dans les Yvelines il y a 2 semaines. La star de l'équipe de France fait la bise au gamin de 11 ans avant de lui confier la balle qui est couverte d'autographes. Et tout ça se termine naturellement par un selfie. C'est assez charmant. Et c'était le journal d'Isabelle Choquet.